Bonsoir à tous et bienvenue au journal télévisé du Firiax Talk Show. Alors aujourd'hui, avec notre tasse de thé, nous allons parler de la loi El Khomri, ou El Khonry pour les intimes. Donc on a beaucoup entendu parler de cette loi, elle a fait beaucoup de remous, notamment avec les nuits debout, le hashtag on veut mieux que ça, et les différentes manifestations des collégiens et des lycéens qui sont raviment retrouvés dans la rue. Mais qu'est-ce qu'elle cache, cette loi? En fait, c'est plutôt le projet de loi, parce qu'il n'a pas encore été adopté. Mais ce projet de loi, il fait déjà 137 pages, enfin plus de 137 pages, ça s'étale sur plus de 37 mètres, donc c'est long, c'est chiant, c'est compliqué, et en fait, on ne sait pas à quel point ils vont nous arnaquer. Moi, j'ai décidé ce soir de revenir avec vous sur quelques points, en fait, les points qui m'ont le plus choqué de cette loi, pour qu'on comprenne à quel point c'est grave. Parce que c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Alors, premièrement, on connaît tous la volonté des Français de travailler peu et gagner plus. Mais apparemment, le gouvernement a décidé de changer cette politique parce que jusqu'alors, on travaillait 10 heures. Maintenant, on va pouvoir travailler 12 heures avec un accord collectif. Un accord collectif, ça veut dire que plusieurs entreprises se mettent d'accord, elles se disent ok, on va tous appliquer la même règle. Bien sûr, il y a des conditions, notamment le fait d'en avoir besoin pour son organisation, une augmentation de l'activité, etc. Mais bon, on fait confiance à nos patrons, ils trouveront toujours des excuses. De toute façon, ils savent cacher des comptes au Panama, on n'a pas peur pour eux pour ça. De la même façon, alors que notre travail hebdomadaire doit être de 48 heures, il va pouvoir passer à 60 heures. Mais ça, c'est génial, vous allez pouvoir travailler 60 heures. Ce qui me fait penser qu'en plus de ça, ce projet de loi, il nous dit que maintenant, on va pouvoir avoir une modulation des heures de travail sur 3 ans. Une modulation des heures de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois-là, vous travaillez 40 heures, le mois prochain, vous travaillez 30 heures, mais ce mois-là et le mois prochain, vous gagnez exactement la même chose. Fini les heures supplémentaires. Merci la loi El Khomri. Mais du coup, en parlant des heures supplémentaires aussi, on va continuer là-dessus. Il y a un système de majoration des heures supplémentaires. Donc ça veut dire que les 8 premières heures, elles sont majorées à 25% et au-delà des 8 premières heures, c'est majoré à 50%. Avant, il fallait qu'il y ait pour que l'entreprise elle décide de majorer qu'à 10% les 8 premières heures, il fallait qu'il y ait des conditions qui soient remplies, notamment un accord. Maintenant, elle peut décider, elle toute seule, de ne majorer qu'uniquement à 10%. Donc en fait, vous restez jusqu'à 21h, 22h, et puis vous êtes payé qu'à 10% de plus que votre heure normale. Voilà. Et pour précariser encore plus l'emploi, et vous demander de vous taire parce que vous voulez pas être licencié. Parce que maintenant, le licenciement, il est beaucoup plus facile. Licenciement économique, il va être redéfini avec des conditions, mais des conditions qui sont facilement mises en place, j'ai envie de dire, parce que une baisse de l'activité et pouf, on peut licencier pour raison économique nos salariés. Bien sûr, ça ne nous empêche pas à nous d'encaisser des primes en milliards quoi. Non, aucun problème. Continuer sur le licenciement, la loi El Khomri, elle a prévu un barème des indemnités qu'on peut recevoir lorsqu'on se fait licencier. Jusqu'avant, ça se jouait au prud'homme, donc si c'était grave, si le licenciement il était injuste, ou alors si on trouvait que ça allait vraiment nous mettre en difficulté, on pouvait avoir des indemnités assez conséquentes. Maintenant, ça va fonctionner selon l'ancienneté. Donc c'est-à-dire si on a entre 2 et 6 ans par exemple d'ancienneté dans une entreprise, et ben c'est fixé, le barème des indemnités est fixé à seulement 6 mois de travail. Donc voilà, c'est génial. En gros, on peut se faire licencier à tort, enfin pas à tort, mais un licenciement, on va dire, injuste, demander des indemnités et en recevoir pas énormément quoi. C'est toujours les patrons qui gagnent. Et moi j'ai gardé ce petit détail, cette pépite pour la fin, parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus heurté en fait dans ce projet de loi, parce qu'autant tout le reste on dit ok, on est dans une société capitaliste, ok, c'est les patrons qui dirigent, et du coup comme d'habitude nous pauvres salariés on va se faire arnaquer. Mais là j'ai l'impression que ça enlève carrément le côté humain de ce projet de loi. Pourquoi? Parce que la loi El Khomri, elle prévoit aussi de supprimer les 48 heures qui nous étaient accordées en cas de deuil. Donc c'est-à-dire que demain, votre mère décède, et ben vous allez quand même au travail et vous n'avez pas le droit de vous absenter. Merci, la loi El Khomri. Sans transition aucune ou pas, je vais vous présenter la nouvelle chaîne de radio à la mode, et on va d'ailleurs l'écouter ensemble. Alignez-vous sur les ondes, et c'est parti, en avant le 49.3. Alors qu'est-ce que c'est le 49.3? En réalité, c'est pas une chaîne de radio, même si c'est ce que j'ai cru à la base. J'ai même cru que ça avait un rapport avec le 440, je sais pas pourquoi, mais il y avait des chiffres.
je me suis dit c'est bon, on est en train de faire face à une nouvelle crise économique, mon Dieu, c'est pire que ça, ou pas, ça dépendra. Eh bien, le 49.3, en fait, c'est l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet au Premier ministre et en fait au Conseil des ministres de faire passer une loi sans le vote de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je vais demander à notre président, notre cher président François Hollande, s'il a un avis sur la question du 49.3. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire, mais... Alors, comment ça fonctionne ce 49.3, enfin 49 alinéa 3 de la Constitution, comment il se met en place, pourquoi, comment, pour quelles raisons, etc. etc. On va voir ça maintenant ensemble. Donc c'est le Conseil des ministres qui décide de ne pas passer par l'Assemblée nationale en première lecture, donc de ne pas laisser les députés voter, et directement d'envoyer le texte, de le considérer comme adopté, et de l'envoyer au Sénat. Donc ça se décide en Conseil des ministres, ils se disent ok d'accord, cette loi elle a l'air géniale, en général c'est pour deux raisons, soit c'est pour être, c'est parce qu'on est dans l'urgence et il faut voter une loi très rapidement, du coup on se passe de la décision des députés, soit alors c'est parce qu'on n'est pas sûr de sa loi, on n'est pas sûr de son gouvernement et on se dit ah franchement les députés ils vont pas être chauds, nous on la veut vraiment, on la fait passer quand même. Certains parlent de déni de démocratie. Pourquoi un déni de démocratie? Parce que c'est le peuple, le pouvoir appartient au peuple, qui élit ses députés et les députés doivent directement représenter le peuple pour voter nos lois en fait. Et si on enlève cette voix qui est donnée au peuple à travers leurs députés, et ben en réalité on dit au peuple on n'en a rien à faire de ce que tu veux, et ben on veut faire passer une loi et on la fait passer quand même. Ce qui est pire en fait dans cette situation, c'est que c'est pour passer une loi dont personne ne veut vraiment. Enfin, il y a eu des manifestations, il y a eu des gens qui sont restés debout toute la nuit, on la veut pas cette loi, ils l'ont très bien compris, mais c'est pas grave en fait. Ce que vous nous dites, on s'en moque, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui décidons, et puis c'est vous qui payez quoi, au final. Donc le 10 mai 2016, Manuel Valls présente devant l'Assemblée nationale le fait qu'il va utiliser cet article 49 alinéa 3 de la Constitution. Selon la procédure, il informe l'Assemblée nationale qui a alors 24 heures pour déposer une motion de censure si elle n'est pas d'accord. Cette motion de censure, elle a été déposée par les gens de droite, environ un peu plus de 55 députés je crois, il me semble. Et ensuite, une fois qu'une motion de censure elle a été décidée, elle va être validée, on va dire, 48 heures plus tard. Donc c'est le temps laissé aux gens pour apaiser les esprits, pour qu'ils prennent une décision bien consciencieuse, on va dire ça comme ça. Et du coup, ils votent ou non la motion de censure, enfin ils la valident ou non, à plus de la majorité de l'Assemblée nationale, ce qui fait environ 288 voix aujourd'hui. Et cette motion de censure, comme vous le savez tous, n'a pas été validée. Parce qu'en fait, le piège de cet article 49 alinéa 3, c'est qu'à la base, on parle d'un projet de loi et ça se finit en est-ce qu'on garde ou non le gouvernement. Puisque si la motion de censure est adoptée, c'est tout le gouvernement qui doit démissionner, il y a un remaniement, et du coup on a de nouvelles personnes, on va dire, à la tête de ce pays. Donc la motion de censure elle n'a pas été votée et c'est ça le piège en fait, c'est parce que les gens ils se sont dit ok on n'est pas d'accord avec la loi El Khomri, enfin ça c'est ce qu'ils disent parce que en réalité cette loi elle convient à tout le monde, mais dans les faits on dit ok le peuple n'est pas d'accord avec la loi El Khomri, nous on n'est pas d'accord avec la loi El Khomri, mais en réalité est-ce qu'on veut vraiment que ce gouvernement démissionne, est-ce qu'on veut changer ce gouvernement, est-ce que ces ministres nous plaisent ou pas? Apparemment la question ça a été non, donc Manuel Valls peut être renforcé dans ses positions parce qu'il a tout l'Assemblée nationale derrière lui. Et on a toujours le même gouvernement, aussi incompétent que d'habitude. Je voulais juste mentionner le fait que cette motion de censure elle a été rejetée le 12 mai 2016 à 246 voix lorsqu'il en fallait 288. Donc en gros, vous avez toujours le même gouvernement à 40 voix. On a 40 députés qui n'ont pas été assez courageux pour prendre la bonne décision. Merci les gars. Donc il y a 6 mois, on nous promettait 2 big réformes du code du travail, un changement phénoménal, une révolution, la fin du chômage, le début du bonheur pour les Français. Aujourd'hui, on en arrive au 49.3, autant dire que nos politiciens en sont pleins de ressources pour nous faire avaler leurs bêtises.
En fait, il est amusant de remarquer que lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, Manuel Valls a dit qu'il était contre cet article du 49 alinéa 3 de la Constitution. J'ai quand même l'impression que nos représentants et membres du gouvernement sont très prompts à changer d'avis lorsqu'ils arrivent à l'éviter. Il faut croire qu'en fait, ce bâtiment nous change complètement l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, notre petit projet de loi El Khomri, qui est maintenant validé, va partir au Sénat, et le Sénat va faire ses petits gribouillons d'ajustement et renvoyer ce texte devant l'Assemblée nationale. On peut parier que Manuel Valls va réutiliser ce 49.3, même si, je sais que cela lui prend le cœur, le pauvre. Mais retrouvons tout de suite Ager, notre envoyé spécial, qui se retrouve sur les lieux de la manifestation contre cette loi du travail. Ager, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Cyrine. En effet, je suis en direct de la manifestation contre la loi du travail et à mes côtés, donc Monsieur Ingalls, un spécialiste de la question du 49.3. Monsieur Ingalls, bonjour. Bonjour. Alors je suis pas spécialiste, je suis expert spécialiste. Non, rien à voir. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter votre travail rapidement? Alors bien sûr. Alors j'ai fait une thèse sur justement le sujet du 49.3. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça me fait doucement rire qu'on en parle alors que ça existe depuis des années. J'ai construit ma carrière sur le 49.3. J'ai monté un cabinet de conseil sur le 49.3. J'ai permis à beaucoup de Français qui n'avaient pas leur permis ou qui ont dû le repasser de pouvoir l'obtenir. Le baccalauréat aussi. Si il y a d'autres Français qui étaient en difficulté financière, ils ont pu ne pas payer leurs impôts grâce au 49.3. J'ai écrit un livre sur le 49.3, Arnaque à Péricube et 49.3, découvrez le champ des possibles, où dedans je mets en évidence un guide pour pouvoir court-circuiter un certain nombre de choses vis-à-vis du système. Voilà, ne vous fatiguez pas, arrêtez de voter, ne votez pas. Arrêtez d'être dans les choses inutiles, nuit debout, nous on est la journée assis, on encaisse. Arrêtez de penser carte postale, que nous c'est carte de crédit. Donc voilà, on profite, j'ai décelé une faille du système et j'en fais profiter les Français. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, à votre avis, quels sont les enjeux et les conséquences de ce 49.3? Bah écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal puisque on a aujourd'hui le soutien de Kim Jong-un qui nous a contactés. C'est vrai que Manuel Valls a utilisé le 49.3 à 4 reprises durant son mandat, ce qui est plutôt porteur pour nous. On a également le soutien de Poutine, donc c'est vrai qu'au niveau international on commence à prendre de l'envergure, ça intéresse les autres grandes personnes qui s'intéressent à ce système-là, qui est efficace. La démocratie, tout ça, c'est pas très pratique, il faut dire. En effet, la démocratie, c'est un concept qui est dépassé, on peut le dire. Donc, merci beaucoup. Sinon, si je peux inviter les Français à acheter mon livre, donc Arnaque à Péricube et 49.3, où dedans, par exemple, je vous dis, je m'adresse aux jeunes, vous savez, le 9-4 c'est le Barça, mais le 49.3 c'est Maradona. C'est la main de Dieu, 1-0, on passe à autre chose. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ingalls. Donc on retrouve tout de suite Cyrine pour le Firia Talk Show. Donc à vous les studios. Merci Ager, merci Monsieur Ingalls et à très bientôt. Alors vous l'avez entendu, il est l'heure de se mobiliser. Nous vous attendrons très nombreux. Il en va de votre avenir, du nôtre, de celui de nos enfants et de notre travail surtout. On se retrouve la semaine prochaine. Bon courage.